Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui leur crée un contenu percutant. Alors aujourd'hui, avant de commencer l'épisode, je vais vous lire le commentaire laissé sur Apple Podcast par Deleuze19. Top, j'ai beaucoup aimé ce podcast décontracté et inspirant. Le parcours de Tiffany Cooper, particulièrement, un mélange de culot et d'extrême humilité. Merci encore pour ce podcast engagé pour entendre d'autres voix. Donc, je vous le rappelle, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez laisser une note à Genre de Fille sur Spotify ou sur Apple Podcast. S'il vous plaît, faites-le avec ma reconnaissance éternelle. Cela aide énormément Genre de Fille. Alors, aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Sylvie Ganter-Servazel. Sylvie, c'est à la fois l'un des plus beaux parcours professionnels que je connaisse. Pour moi, un beau parcours pro, c'est quand on aime ce qu'on fait et que ça fait sens pour soi, que ça marche financièrement parlant et qu'on arrive à se réinventer. Donc oui, Sylvie, elle est successful comme on dit. Sylvie s'est retrouvée un peu par hasard dans l'univers du parfum, d'abord en travaillant pendant plusieurs années dans des grands groupes comme Hermès, LVMH, puis en créant la marque Atelier Cologne en 2009 avec son mari. Sa marque qu'elle a depuis revendue à L'Oréal pour suivre d'autres chemins qu'elle va maintenant nous raconter. Hello Sylvie, comment ça va? Ça va bien alors? Je suis hyper contente de te recevoir dans cet épisode de Genre de Fille. Je précise pour celles qui nous écoutent, on est dans ton cabinet au sein de Satnam Montmartre, Oui. qui est une maison assez dingue. J'en avais déjà parlé parce que je prenais des cours de yoga quand j'habitais à Paris. Il y a aussi des espèces de petites pièces comme des cocons. Il y a Vinida qui travaille à côté, qui fait des soins du visage. Fabuleux soins du visage. Ouais. Et il y a toi, Anne, qui est sexologue, et toi qui es naturopathe. Exactement. Et qui fait tes consultations. On vient d'en finir une ensemble qui m'a appris énormément de choses. Mais là, on est là pour parler de toi maintenant. Les rôles sont inversés. Exactement, les rôles sont inversés. Alors, j'ai une question. Alors, je n'avais pas prévu de te la poser comme ça, mais quand j'ai préparé cette interview, j'ai l'impression que ta vie, jusqu'à maintenant, c'est une suite d'épisodes bien distincts. Il y a l'épisode à New York, il y a l'épisode Hermès, quand tu travaillais dans le parfum, l'épisode je monte ma boîte qui me plaît avec mon mari, l'épisode naturopathie. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette suite d'épisodes? Est-ce que tu as cette impression-là ou pas du tout? Ouais, c'est assez marrant de la façon dont tu le racontes, mais ouais, c'est plus des chapitres. Ouais. Oui, c'est vrai. Dans un livre, tu vois, je vais avoir 50 ans cette année. Et je trouve ça magique d'avoir vécu des expériences différentes, que ce soit, voilà, j'ai grandi dans le sud de la France, puis ensuite j'ai fait mes études, je suis partie en Angleterre, ça a été un bout de ma vie, puis ensuite je suis bossée à Paris, c'était un bout de ma vie, je suis partie à New York, ça a été un autre chapitre. Donc ces changements de ville, ouais, je pense ont ponctué ces chapitres, et les changements professionnels, voilà, des fois dans la même ville, des fois pas toujours. Ouais, c'est un peu ça. Et je pense que la vie, c'est court pour faire toujours la même chose. Donc, c'est bien d'explorer, d'apprendre, de se dire que voilà, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose ou qu'on sait bien faire quelque chose qu'on va faire ça tout le temps. Ouais. Donc, j'aime bien l'idée de changer, d'apprendre et de me challenger aussi. Ça, je t'en avais parlé avant, mais qu'est-ce qui te définit? Qui es-tu, toi, aujourd'hui? Alors, je suis une femme. Je me sens très libre de mes choix, de suivre mes envies, d'écouter mon intuition. Voilà, même si j'aime bien avoir un cadre, mais c'est le mien, c'est celui que je choisis. Je me sens très mère, très maman poule. J'ai 5 enfants, 3 que j'ai portés, 2 que j'élève depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est vraiment ma tribu, c'est vraiment mon noyau dur et ce qui me donne beaucoup d'énergie, même s'ils sont éparpillés. J'en ai maintenant une en Californie, à Santa Barbara, j'en ai une à New York et 3 à Paris. C'est vraiment voilà, je me sens mère avant tout et c'est quelque chose que j'adore. Je me sens l'amoureuse de mon mari. Ouais. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais j'aime toujours que ce soit mon amoureux et être son amoureuse. Et j'aime travailler. J'ai toujours aimé travailler. J'aime être une petite fourmi parce que j'aime apprendre, j'aime faire des choses, j'aime plutôt faire des choses dans l'ombre. J'aime pas trop qu'on
qu'on me voit ou qu'on sache ce que je fais, même si quand j'ai fait Atelier Cologne, on me voyait un peu plus, mais c'était avant tout la marque qui était en avant et pas particulièrement moi. Donc voilà, j'aime travailler, j'aime apprendre. Je ne sais pas si ça raconte qui je suis, mais c'est comment je me sens. Mais c'est intéressant le côté que tu n'aimes pas être en avant. Ça, tu t'en es rendu compte quand tu as monté Atelier Cologne, que tu risquais d'être un peu plus d'être dans la lumière ou C'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée chez Atelier Cologne. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise. En fait, j'aime bien être dans mon coin. J'aime bien faire j'aime bien faire mes trucs. Je n'ai pas forcément besoin que ça se voit, que ça se sache. J'aime pas monter sur scène, j'aime pas parler en public. Mais je suis très à l'aise. Tu vois, comme là, toutes les deux, avec une seule personne. J'aime parler, mais j'aime pas vraiment m'exposer. Oui, donc pas forcément incarner la marque comme on peut l'entendre aujourd'hui, être le visage qu'on met. Oui, tu vois, on n'a pas appelé notre marque avec nos noms ou nos prénoms. Et c'est marrant parce que quand on a lancé la marque, on demandait tout le temps nos bios. Et avec Christophe, on disait, mais non, mais c'est pas du tout intéressant, nos bios. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait lancé une marque de Cologne, que la Cologne, c'est une catégorie de parfum qui est géniale. Il n'y avait pas de marque qu'autour de la Cologne avant. Et c'est l'histoire de la Cologne qu'on a envie de raconter. Et la Cologne moderne, parce que ça fait 300 ans que ça existe et qu'on a cherché à rendre ça toujours relevant. C'est le bon mot en anglais, je ne sais pas comment on dirait ça en français, mais pertinent et au goût du jour. Et donc, c'était cette histoire qu'on voulait raconter et pas ce qu'on avait fait avant, pas nos jobs d'avant, qui ne sont pas ce qui définissait du tout notre marque pour nous. Et bon, on a appris avec le temps à se dévoiler un peu plus et se montrer un peu plus, mais ça n'a jamais été un objectif d'être une marque incarnée, même si la marque était née de beaucoup de passion et de nos envies, de nos croyances. Et c'était ce qui nous animait. Parce qu'en plus, vous étiez tous les deux passionnés par le parfum. Oui, on adorait le parfum, on adorait la Cologne, on adorait le côté ultra énergisant que les agrumes peuvent apporter à un parfum, parce que cette notion d'énergie, elle est vraiment importante pour nous. Et la Cologne qui tient. La Cologne qui tient, et puis tu vois, c'était un parfum, tout le monde sait qu'un parfum, c'est fait pour sentir bon. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était un parfum pour se sentir bien. Donc oui, accessoirement, tu as envie que ça sente bon, parce que personne ne va mettre un parfum qui sent mauvais. Mais vraiment, cette notion de, tu portes quelque chose et toi, tu te sens bien. Et parce que tu te sens bien, peut-être que tu vas être plus séduisant ou plus, je ne sais pas, plus à l'aise dans tes baskets, dans le monde extérieur. Mais c'était avant tout un parfum plaisir. Oui. Mais le côté, parce que moi, c'est vrai que la Cologne, pour moi, ça a vraiment été... ça, plus maintenant, mais ça a longtemps été, tu sais, l'eau de Cologne des grands-mères. Et c'est surtout, c'est vrai que tu as l'impression que ça ne tient pas. Enfin, pour moi, ce n'était pas vraiment un parfum. Oui, ça a ce côté très bien-être, très... un petit peu régressif. Ça sent la Cologne, l'odeur que tu as sentie sur tes grands-parents, ça sent le propre, ça sent le linge, tu vois, les bons draps, une fois qu'ils ont été bien lavés, tu dors dedans pour la première fois. Et souvent, ce n'était pas associé à du parfum, c'était plutôt une alternative au parfum pour l'été ou le truc que tu mets quand il fait beau, quand il fait soleil. Et par nature, la Cologne ne tient pas beaucoup parce que les agrumes sont très volatiles. Donc, tu as ce côté très zeste, pétillant, fusant que tu peux avoir au départ. Mais concrètement, sur peau, ça tient assez peu. Et nous qui étions hyper fans de ces notes hyper agrumes et fraîches, on s'est dit, faut qu'on challenge le truc, faut qu'on arrive à la faire tenir, cette Cologne. Donc, c'était des associations avec des matières plus lourdes sur peau, comme des bois ou certaines fleurs. Et puis, c'était aussi une histoire de concentration. Donc, nos agrumes, on en a mis beaucoup dans la formule pour avoir la chance que ça dure un peu plus. Et l'aventure Atelier Cologne, elle est finie aujourd'hui? Elle n'est pas complètement finie. Non, on n'a pas vendu notre bébé. On aime bien dire qu'on a marié notre fille. Ah, mais c'est pas mal. Tu vois, donc on a fait un beau bébé avec Christophe qui s'appelle Atelier Cologne. C'était une belle jeune fille. Et on s'est bien occupé d'elle. Elle a bien grandi. Et puis, il est arrivé un moment où elle était un peu courtisée par pas mal de beaux jeunes hommes. Et on a eu la chance de participer au choix du mari. Et on pense qu'on l'a bien mariée. Donc, on l'a mariée en 2016 à Monsieur L'Oréal. En fait, je précise, vous avez, je ne sais pas comment on dit là, que vous avez vendu Atelier Cologne à L'Oréal. C'est ça? C'est ça. On a vendu, on a choisi notre partenaire pour continuer à faire grandir notre enfant, mais différemment, et avoir des bébés. Et depuis, donc écoute, c'était il y a 6 ans déjà. Ça va super vite. Donc pendant les 3 premières années, on est resté employé de L'Oréal, on est redevenu salarié après avoir été entrepreneur.
mais dans un premier temps aux commandes. Et puis ensuite, on a vite choisi un directeur général adjoint qu'on a choisi au Ah, c'est sein de vous qui l'avez l'équipe choisi. L'Oréal. Donc Ok. ça a été un processus très intéressant pour nous, pour nos équipes. Puis ce directeur général adjoint est devenu directeur général. Et donc nous, depuis 3 ans, on est là en fonction de conseils et on continue à créer. Donc on a gardé la direction artistique et créative de la marque. Et, et on essaie d'être présent, bien évidemment, pour nos équipes, pour nos clients, pour raconter nos créations et nos nouveaux produits, raconter l'histoire de la marque ou la genèse du projet. Donc voilà, toujours très, très attachés et notre cœur d'équipe est toujours présent, tu vois, Ah, même ouais. en grande partie. Donc ça, C'est c'est fou aussi ça. une grande Bah satisfaction. ouais, ça veut dire Ouais. qu'ils sont heureux. Ça se passe Ouais. bien, le mariage fonctionne bien. Alors, c'est une question qui peut sembler un peu naïve, mais moi, quand je te décris ou quand je parle de toi et de ton parcours, je commence souvent en disant elle a créé Atelier Cologne, Sylvie, et elle a vendu sa marque à L'Oréal. Mais parce que moi, en tant que néophyte, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, je me dis, mais ça doit être vertigineux. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vend sa marque à un géant comme ça? Je veux dire, tout est possible. Enfin, tout est possible, en fait. Est-ce que toi, c'est un truc que vous avez ressenti en disant, je ne sais pas si tu avais déjà la naturopathie à l'esprit à ce moment-là, mais Non, est-ce pas que... du tout à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sait, ok, on reste aux commandes, mais en gros, enfin, je veux dire, tu as une sécurité financière qui est assurée. Et qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu te dis, je vais pouvoir, je vais me poser et je vais réfléchir, qu'est-ce que je veux faire? Enfin, tu vois? Alors, c'est étrange parce que ça n'a jamais été le rêve de vendre Ouais. Atelier Cologne. Le point de départ, c'était j'avais envie d'être à mon compte, j'avais envie de travailler avec mon mari, j'avais envie de créer une marque de parfum qui nous ressemblait, j'avais envie de juste pouvoir en vivre, enfin, payer Ouais. mes factures. Et pour moi, voilà, d'arriver à payer mon loyer, que mes enfants aient un toit et arriver à manger, c'était vraiment la motivation. Et c'est se dire, j'ai longtemps travaillé pour quelqu'un Ouais. d'autre, je sais ce que je suis capable de produire, donc le challenge, c'est d'arriver à le faire pour moi. Et ce pari, on l'a plutôt bien réussi. Ce que je n'avais pas prévu dans ma tête et à la création de cette marque, c'est qu'en fait, ce bébé, il a eu besoin de beaucoup plus que d'un papa et d'une maman. Ouais. Et il a grandi très, très vite. Et on est arrivé à un moment où on ne savait plus seulement nous deux subvenir à ses besoins. Ouais. Donc, tu vois, cette marque, on l'a lancée aux États-Unis, on l'a lancée en France, et puis on est arrivé très vite en Chine, à Hong Kong, en Corée. Et en fait, au plus notre marque plaisait et séduisait, au plus ça devenait grand, au plus c'était compliqué, au plus c'était ingérable. Donc, tu vois, on a quand même commencé notre boîte chez nous. Ouais. Et puis, alors pour moi au départ, c'était aux États-Unis, puis ensuite en France. Un jour, on s'est retrouvés, on avait 18 employés qui venaient tous les jours chez nous. Entre eux, notre salon, salle à manger, puis on n'avait pas un appart très grand. Enfin, tu vois, Non, mais 18, oui, ça commence à ouais, faire beaucoup, là. 18, ça commence à faire beaucoup. Et tu vois, mais c'est anecdotique, mais ça raconte un peu cette croissance qu'on n'avait pas du tout anticipée, parce que je pense que nos produits ont plu, tout simplement, et l'esprit de la marque a plu. Mais ça devenait beaucoup. C'était très, très gros à porter. Et donc, au plus tu avais de demandes de magasins pour référencer ta marque ou de pays pour lancer ta marque, au plus tu as besoin de te staffer, de te structurer. Puis ça veut dire avoir des besoins financiers qui sont différents. Donc, nous, on a quand même financé notre marque en propre avec nos économies, avec tout ce qu'on avait pu rassembler avec Christophe. On est resté indépendant pendant 6 ans, je crois. Donc, on a vraiment, un peu comme jouer au poker, tu vois. Moi, Gros pari. Ouais. Gros pari. On a pris toutes nos économies, on les a mis dans notre marque et on s'est dit, on y croit. Et puis, il est arrivé un moment où ce n'était pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres ton capital? Tu n'es plus le seul propriétaire à bord du navire. Donc, on a commencé à avoir des business angels qui sont rentrés, qui nous ont énormément aidés financièrement, mais également à réfléchir, à nous projeter. Je parlais de la Corée qu'on a lancée. Nos partenaires en Corée étaient également investis au capital de la société, par exemple. Il arrive juste un moment où voilà, ça continue à grandir. Et quelque part, pour donner la meilleure vie possible à une marque de beauté, c'est de rentrer dans un groupe qui fait de la beauté. Donc, on avait atteint ce niveau et ce n'était pas une question de est-ce qu'on a le choix ou pas, est-ce qu'on reste indépendant ou pas. C'était se dire si on veut vraiment exister et continuer cette jolie histoire de croissance et quelque part servir un nombre de clients voilà, dans l'ensemble des pays du monde, qui était, je pense, l'ambition. Il faut qu'on s'adosse à quelqu'un qui sait très bien faire ça. Et L'Oréal en fait partie. Donc oui, c'est vertigineux quand tu te retrouves à rencontrer voilà, le numéro 1, numéro 2 de grosses boîtes de beauté et que tu es dans un processus de
de dating, tu vois, à Ouais, ouais. l'américaine. Moi, je ne savais pas ce que c'était de date, tu vois, de rencontrer quelqu'un et de te montrer sur ton meilleur jour Ouais. et quelque part d'envisager un futur commun sans savoir si ça va se matérialiser ou pas. C'est vraiment ce qu'on a vécu. Et oui, j'ai trouvé ça assez irréel. Et en même temps, c'était la suite logique par rapport à ce qui s'était passé avant. Et pour moi, ce qui est vraiment irréel, c'est combien cette marque a grandi Ouais. vite. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu te dises, puisqu'aujourd'hui, tu es naturopathe, entre autres, même si tu n'es pas que ça, il intervient où? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a été Alors, une écoute, évolution? le déclic est assez marrant parce que pour mes 40 ans, mon amoureux et mes amis m'avaient offert un voyage que je rêvais de faire, qui était l'ascension du Kilimandjaro. Et donc, j'ai lu Le Lion de Joseph Kessel, je pense comme beaucoup d'entre nous, quand j'étais jeune ado, et ces paysages. Et voilà, j'avais envie de vivre ce truc, je l'ai toujours dit. Et pour mes 40 ans, j'ai reçu une jolie carte signée de tous mes potes en disant « On t'offre ton ascension du Kilimandjaro ». Sauf que le bon moment pour la faire, c'est soit janvier, soit l'été. Nous, l'été, on a nos enfants. Donc, tu vois, c'est un moment qui est sacré. En plus, on est une famille recomposée. Donc, le calcul des jours de vacances est très, très complexe. Donc, on ne va pas partir pendant l'été. Voilà. On ne va pas partir pendant l'été en amoureux. Et le mois de janvier, c'était un mois qui était trop plein. C'est le mois où tu as fait ton plus gros mois de l'année, en général en décembre, quand c'est dans la beauté. Puis janvier, c'est la clôture des comptes. Enfin, c'est énormément de contraintes. Quand tu es entrepreneur, on ne pouvait pas partir pendant 10 jours. Et donc, quand on a vendu à L'Oréal, l'année d'après, en 2017, Christophe me dit en janvier, enfin un peu avant janvier, « Chérie, cette année, on fait ce voyage. Je te l'ai promis il y a tellement de temps. » Donc, tu vois, à l'époque, je devais avoir 45 ans. Donc, un peu de retard. On part au Kilimandjaro, je m'occupe d'organiser, c'est super, on va enfin le faire. Et là, sort de ma bouche le truc totalement imprévu où je lui dis, tu sais, on a déjà tellement attendu qu'il y a un truc que j'ai plus envie de faire. Si on doit prendre 10 jours au mois de janvier tous les deux, j'adorerais qu'on parte jeûner. Et là, quand même fait Il change de couleur. C'est jeûner, pardon, quoi, comment, pourquoi, ça sort d'où? Et je lui dis, écoute, j'ai vraiment l'impression d'avoir besoin d'un reset, tu vois, un peu comme quand tu fais le update du programme dans ton téléphone pour qu'il fonctionne mieux. Je dis, voilà, on a vécu un beaucoup trop de choses, trop d'émotions, trop plein, trop de changements, et j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'y voir clair. Et je pense que le jeûne, physiologiquement et émotionnellement, va m'aider à recharger mes batteries et repartir. Et donc, il a décidé de venir avec moi. Il a joué le jeu. Attends, belle preuve d'amour. Ouais, c'était assez magique. Qui lui avait vendu le Kilimandjaro, il s'est retrouvé à rien bouffer. Et le Kilimandjaro, je peux te dire que c'était quelque chose qui le challengeait aussi parce que ça ne le fait pas rêver. Mais oui, parce qu'attends, Kilimandjaro, il faut être en mode pro de la marche, non? L'escalade, pas forcément. Faut être en bonne forme physique. Mais il faut monter doucement pour arriver, tu vois, à adapter ton corps et arriver jusqu'en haut si c'est possible. Donc déjà, c'était un challenge pour lui. Mais alors là, le jeune, je pense qu'il n'avait pas du tout prévu ce challenge. Et donc, l'expérience a été assez magique. On est parti jeûner en Allemagne. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire de jeûne médicalisé en France. C'est interdit. Mais le jeûne médicalisé existe en Allemagne depuis très longtemps. Et j'avais envie de faire cette démarche dans un cadre très encadré. Mais c'est la clinique Bushinger, sur le lac de Constance. Il y avait un article dans le L dessus il y a quelques semaines. Ah, écoute. Ouais, ils en ont parlé. Enfin, bon, bref, ils en ont parlé, c'était hyper intéressant. Écoute, nous, la première fois, c'était 2017. Et pendant ce jeûne, tu manges du bouillon. Tu vois, tu n'es pas en train de manger, tu prends des tisanes et des bouillons toute la journée. Et j'ai eu plus d'énergie que ce que j'ai jamais eu dans ma vie. Et donc, tu te dis, ça paraît complètement paradoxal. En plus, j'ai plutôt globalement une énergie qui est assez élevée. Et là, c'était complètement décuplé avec une clarté mentale que je n'avais jamais connue. Donc, tu vois, ce côté reset que je cherchais, je l'ai vraiment trouvé. Et plus que ça. Et j'ai voulu comprendre. J'ai voulu mettre de la théorie derrière le ressenti ou la pratique. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps, pourquoi je me sens comme ça et comment c'est possible d'avoir autant d'énergie. Et j'ai commencé à lire des articles, farfouiller. Et là, je tombe sur une interview d'Odile Chabriac, qui est une naturopathe, qui était en train de monter son école et tu vois, qui parlait entre autres des bienfaits du jeûne, mais de plein d'autres choses. Et donc, le mot d'Odile arrive à mes oreilles. Et puis, je rentre sur Paris, je vais voir un micro-kiné pour je ne sais quelle raison et le nom d'Odile Chabriac ressort. Je pars en retraite, je pense qu'on était ensemble à Formentera
à faire du yoga. Moi, j'y vais cette année. Ah, tu vas cette année. Alors, Ouais. on s'est pas en retraite qu'on s'est vu, mais je vais à cette retraite. Et il y avait 2 filles qui étaient en train de lire un bouquin d'Odile Chabriac. Ouais. Je vois Lily Barbery sur je ne sais plus quel sujet qui me dit « Ah, ben, je fais ma formation de Kundalini avec Odile Chabriac. » Et je me dis « Mais c'est pas possible. » Elle est partout, cette Odile. Cette Odile. Je dois la rencontrer. Je l'ai rencontrée en consultation de naturopathie. Elle m'a aidée à résoudre une inflammation chronique qui me pourrissait la vie. Donc voilà, donc j'ai vécu le bienfait de sa pratique. Et je lui ai parlé de son école en disant, voilà, j'ai lu que vous ouvriez une école, ça m'intéresse, tout ce qui touche à la santé de façon naturelle, comment on peut se faire du bien. Et donc, elle me raconte son école et un mois après, je me suis inscrite. Donc, je n'ai pas forcément réfléchi, mais j'avais vraiment cette envie de comprendre comment prendre mieux soin de moi. Alors, avec des choses pas aussi drastiques que le jeûne, mais pourquoi pas, tu vois, le jeûne en fait partie. Comment est-ce que je pouvais mieux m'occuper de ma santé, de mon énergie, de façon naturelle, en voulant comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps, en fait. Et ça dure combien de temps, cette école? Alors, cette école, ça a duré... Alors, normalement, ça dure 2 ans. Nous, ça a été un peu rallongé. Ça a duré 2 ans et demi, parce qu'on a été une promo Covid, donc voilà, avec un petit décalage dans le temps. Mais 2 ans d'apprentissage très, très soutenu. L'impression que j'en ai, c'est d'avoir fait un pulse. Tu sais, un pulse de beaucoup de pièces. Tu sais, il y a 1000 pièces et tu n'as pas l'image, en fait. Tu as toutes les pièces du pulse. Et tu les assembles petit à petit, mais tu ne sais pas ce à quoi ça doit ressembler. Voilà, pour moi, la formation, ça a été ça. C'était un peu comme apprendre une nouvelle langue. Et j'ai adoré. J'ai juste adoré. Tu faisais ça en parallèle. Tu avais à la fois, tu avais toujours ce côté un peu créa avec l'atelier Cologne. Ouais. Et en même temps, tes études au sein de l'école de naturopathie. Oui, donc ils sont des études en présentiel un week-end par mois et en distanciel où tu as, si tu veux tenir le rythme, c'est à peu près 3 cours par semaine. Mais ces 3 cours par semaine, bah, tu vois, tu les visionnes et à toi d'intégrer. Donc, si le fait de regarder une vidéo fait que tu as intégré l'info, très bien. En général, ça passe par la fiche et puis la fiche de fiche et puis l'interro écrite une fois par mois pour t'assurer que tu engrammes. Et tu as 2 ans pour engrammer à peu près 1800 pages de cours. Ah ouais, mais c'est énorme. Ouais, c'est 1200 heures de formation. Donc, tu vois, c'est quand même assez costaud. Et donc, j'ai réappris à apprendre. D'accord. Et attends, le fun fact, quand même, c'est que... Non, mais tu sais très bien ce que je vais dire en plus. Mais le fun fact, c'était que Christophe, non content de te suivre pour faire du jeûne, comment on dit? Non, un jeûne pendant 1 semaine. 10 jours. 10 jours. Il a aussi fait cette école de naturopathie. Il a fait cette école avec moi. C'est alors dingue. Lui, au pied levé. Ah, c'est vrai. Ouais, et si tu veux, on s'est dit, on va apprendre à mieux nous occuper de nous, puis ça va nous aider à mieux nous occuper de nos enfants. Et l'objectif, c'est de vivre longtemps, en bonne santé, et de partager tout ça avec nos copains et notre famille. Enfin, tu vois, vraiment ce côté un peu noyau dur. On a vécu un grand bouleversement pendant le jeûne. On a eu plein de déclics par rapport à l'alimentation, par rapport au plaisir de manger, par rapport au besoin de manger. Et ça a pas mal changé notre perspective sur notre façon de nous alimenter. On s'est dit, on va aller explorer tout ça et apprendre beaucoup plus. Et c'est sûr, ça va servir à notre entourage très proche. Voilà, nous les premiers. Ouais. C'était ça l'idée. Qu'est-ce qui a eu les meilleures notes aux examens? J'ai pas le droit de le dire. Ça veut dire que c'est toi. Je le dirai pas. Ok. Mais je peux te dire, quand on faisait nos petits examens le week-end, première note, Christophe s'est quand même pris un 18 sur 20. Je me suis pris un 13 ou un 12. Et là, je me suis dit, mais merde! Tu vois, il faut bosser, quoi. Et j'avais bossé, j'ai eu qu'un 12 pendant mon week-end. Donc voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour rééquilibrer la balance. Et lui, est-ce qu'aujourd'hui, comme toi, il a envie de donner des consultations en naturopathie ou pas forcément? Non, Christophe ne pratique pas aujourd'hui en consultation individuelle, même si ça ne l'empêche pas d'aider sa famille, ses copains et nos enfants au quotidien. Par contre, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Lui, pour le coup, plus sur un aspect business. Mais la naturopathie fait partie de ses conseils au quotidien. Non, mais attends, je pense que c'est un outil hyper puissant. Complètement. Enfin, rien que par l'alimentation, on en discutait avant ensemble. Alors, dans une interview pour un média qui s'appelle L'Importante, tu dis, je te cite, « Je travaille pour un monde meilleur et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour y arriver. Ça prend du temps d'être en paix avec soi. J'ai été bien aidée par des gens qui ont croisé mon chemin. » Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qui sont ces gens qui... Ça serait trop long de tous les citer, mais ça fera l'objet d'un livre bientôt de toutes ces personnes
ouais, bienveillantes qui ont été sur mon chemin. Bon, mon mari en fait partie. Ouais. Mais tu vois, je peux citer Anne, Anne Bianchi, Anne ouais. Bianchi, qui m'accueille dans son lieu, mais grâce à qui j'ai découvert le yoga Kundalini, qui est quelque chose qui m'a profondément ancré et aidé sur mon chemin. Odile Chabriac en fait partie. Donc, ouais, beaucoup de personnes qui vivent pas la même vie que toi, qui t'apprennent que il y a une autre voie, qu'il y a une autre façon de penser. Et ça rend ton quotidien et le tout très riche. Donc, ouais, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'avoir croisé beaucoup de personnes bienveillantes. Mais c'est vrai, dans le boulot, je pense, tu vois, chez L'Oréal, à une femme comme Carole Hamilton, qui est au bord de l'UNICEF, qui a été une maman poule pour moi au sein d'une organisation gigantesque et qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris comment rester entrepreneur, comment rester moi-même, comment rester créative dans une maison qui n'était pas la mienne, où j'ai réappris les codes, où j'ai réappris à communiquer, parce que tu ne communiques pas pareil dans ta start-up quand ton équipe est chez toi et dans une grosse multinationale. Donc oui, beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidée au quotidien. D'accord. Et qui m'aident toujours. Ouais. Alors, j'ai vu aussi, mais est-ce que tu travailles dans un fonds d'investissement qui s'appelle Camélia? Alors, ce n'est pas un fonds d'investissement, en fait, c'est une entité qu'on a créée avec mon mari. Quand on était chez Atelier Cologne, je te disais qu'on avait, au bout de 6 ans, été aidés par des business angels qui sont rentrés au capital et qui nous ont aidés à continuer à nous développer et nourrir cette croissance. Et quand on a vendu notre société, la société n'était donc pas qu'à nous, elle était à nous, mais aussi nos associés qui nous avaient soutenus pendant de nombreuses années. Et on s'est dit avec Christophe qu'un de nos rôles serait d'aider à notre tour des jeunes entreprises, des entrepreneurs qui portaient des projets et de les aider de la même façon que nous, on avait pu être aidés. Donc, Camélia est notre véhicule pour investir dans des startups. Et donc, on a des domaines de prédilection, tout ce qui touche à l'environnement, à l'écologie, à l'alimentation, santé et plaisir, au bien-être d'une façon générale, sont vraiment notre cœur de cible. D'accord. Donc, en fait, vous êtes devenu business angel. Exactement. Okay. Et donc, pour certaines de ces sociétés, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on accompagne une trentaine d'entrepreneurs à peu près. C'est toujours un choix de personne avant de tomber amoureux d'une boîte ou d'un produit. C'est vraiment qui porte ce projet. Ouais. On aime bien les duos, qui ne sont pas toujours des couples, mais on a beaucoup de duos dans les équipes qu'on soutient. Et c'est d'apporter non seulement des ressources financières, mais aussi du conseil 360 degrés, donc que ce soit du conseil sur l'alimentation pour avoir plus d'énergie, ou du conseil purement business, qui est la partie plus de Christophe. Et ça, c'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup de redonner. Et donc, c'est eux qui viennent vers vous? C'est vous qui allez vers eux? Ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça dépend. Tu vois, on est rentré récemment au capital de la marque Patine, qui est une marque de mode. J'adore cette marque. Et donc, tu vois, je suis tombée amoureuse de la marque de Charlotte, sans même connaître Charlotte. Ouais. J'ai porté son t-shirt La Boum un jour à New York. J'ai été prise en photo par une de ses copines dans un magasin qui m'a dit « Ah, je peux envoyer votre photo, c'est pour ma copine qui est la fondatrice. » Et donc, on s'est rencontrés avec Charlotte suite à cette histoire de photo publiée sur Instagram où je lui ai écrit après en disant « Mais la fille sur la photo, c'est moi !» Et tu vois, quand Charlotte a ouvert son capital de façon très naturelle, elle savait qu'on avait envie de la soutenir, qu'on avait envie d'être là pour elle. Et voilà, elle a son premier board cet après-midi, ou jeudi prochain. Et on est ravis de l'accompagner parce qu'on croit dans la personne, on croit dans le projet et dans ce qu'elle fait. Et on adore son énergie. Donc là, typiquement, j'ai envie de te dire, on a plutôt été vers elle, où elle savait qu'on était prêt le jour où elle était prête. Et puis, il y a d'autres cas où ce sont des gens qui viennent vers nous. Et c'est très bien aussi. Ouais. Et est-ce que tu vis toujours entre New York et Paris? Oui, en fait, j'ai fait mes 2 premières filles à New York. L'aînée a maintenant 18 ans, donc elle est partie à l'université. Elle est partie encore plus loin que New York. Elle est partie à Santa Barbara, en Californie. Elle aime bien, ça se passe bien? Écoute, elle est très nostalgique de New York. Donc, on va voir combien de temps l'aventure californienne dure. Voilà, c'est une expérience qu'elle vit et puis elle apprend ce que c'est que de sortir du noyau, du cocon et de se débrouiller par ses propres moyens, loin des attaches familiales ou amicales. Donc, puis maintenant, si tu veux la voir, tu vas la voir à Santa Barbara ou vous vous retrouvez à New York? Écoute, on se retrouve souvent à New York ou elle vient à Paris. Ça dépend. J'ai été la voir pour l'installer, mais je n'y suis pas allée depuis. Donc, tu vois, j'y étais en septembre. Et elle est revenue pour les vacances de Thanksgiving, elle est revenue pour Noël. Ça a complètement changé. Enfin, souvent, on dit que côte est, côte ouest, c'est tellement différent que c'est comme si tu changeais de pays, non? Ouais,
Ouais, alors tu vois, elle est déjà habituée à la différence entre la France et les États-Unis, ou New York et Paris. Et Ouais. là, elle découvre autre chose. Et c'est bien, ça fait partie de son apprentissage. Donc, même les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui en étant très loin, ça lui apprend beaucoup de choses. Ouais. Donc, elle reviendra peut-être à New York, peut-être plus vite que ce qui était prévu. Ouais. Et ma deuxième est toujours à New York. Elle est en première, donc tu vois, elle a 16 ans. Et donc, dans ma garde alternée, qui est un petit peu compliquée, ma garde est à New York. Je fais ces allers-retours depuis plus de 10 ans, passer du temps avec mes filles, et c'est rentré dans mon quotidien. Donc, Ouais, tu faisais ça parce que moi, quand je te croisais au cours de yoga, tu avais une partie de ta semaine qui était, je sais pas si c'est toujours le cas, mais écoute, alors pendant longtemps, j'y allais 2 fois par mois et je ouais, faisais 2 fois 5 jours parce que j'avais ma d'accord. petite dernière qui était assez petite ici. Donc, j'avais calculé que, tu vois, 5 jours, c'était un peu le temps maxi parce que quand tu pars 5 jours, c'est en fait 6 avec le temps de revenir et la nuit dans l'avion. Donc, j'y allais plutôt 2 fois par mois. Donc, en tout, 10 jours sur place, mais découpé en 2 fois. Et là, depuis que ma grande est plus grande, c'est plutôt 1 fois par mois et plutôt une grosse semaine, voire 10 jours. Donc voilà, c'est à peu près la même durée. Donc en gros, je passe un tiers de mon temps à New York pour voir mes enfants. Et donc pour le coup, tu vois, l'aînée, quand elle est là en Californie, elle est contente de revenir à New York quand j'y suis, parce que non seulement je suis là, mais l'amoureux est là aussi. Et Ouais. donc voilà, ça va être une pierre de coups. Et est-ce que donc tes filles qui ont uniquement grandi aux États-Unis, tu Ouais. trouves qu'elles sont plus américaines, elles sont pas du tout françaises ou enfin, tu vois? Écoute, alors si toi tu les croisais dans la rue ou si tu avais un petit déj avec elles, Ouais, quand tu les vois, tu te dis pas elles sont américaines, elles ouais, parlent français couramment, ouais. culturellement, elles ont toujours baigné voilà, dans la France, on n'a parlé que français à la maison. Elles ont vécu 100% du confinement à Paris. Ah d'accord, Donc elles étaient avec vous pendant le elles confinement? ont vécu avec nous, donc ça, je pense que ça a rajouté une petite dose. Elles sont, euh, elles sont les deux. Je pense que culturellement, elles sont comme des poissons dans l'eau à New York, ce qui ne veut pas dire être comme un poisson dans l'eau aux États-Unis, parce que ouais, chaque ville et chaque État est bien différent. Et je pense qu'en France, ouais, elles se sentent plutôt pas mal, même si leur noyau dur d'amitié et de copines, pour l'instant, c'est là où elles vont à l'école. Ouais. Donc, Et toi, ce nouveau rythme, donc tu es moins souvent à New York, enfin, genre, ça te convient, écoute, ça marche. Je suis surtout contente de moins voyager. ouais, Tu vois, c'est fatigant de on voyageait beaucoup pour Atelier ouais. Cologne, on était Ah mais oui aussi, ouais, beaucoup dans ouais. nos différents pays, nos différentes filiales. Et c'est vrai que le Covid a mis un gros stop à tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai pour le coup très bien vécu. Voilà, moins vivre à 2000 à l'heure dans des avions, pas beaucoup dans mon lit. Voilà, là, je suis contente d'aller à New York, je suis contente d'être à Paris. Il n'y a pas grand-chose de plus et c'est super. C'est déjà Mmh. beaucoup. Oula, mais attends, je vois l'heure qui file là, mais bon, c'était, Je parle beaucoup. mais non, mais c'est hyper intéressant. Non, c'était une question que je voulais te poser, c'était par rapport au cours d'astrologie qu'on avait suivi ensemble, parce que nous, on s'est retrouvés en fait quand on a fait les Ouais, cours d'astrologie avec Sophie ouais. Keller. J'avais le souvenir, alors je sais pas si c'est moi qui ai halluciné ou pas, et tu n'avais pas posé une question sur les lignées de femmes. Il n'y avait pas un truc où Sophie t'avait dit, tu n'avais pas un truc par rapport à ça? Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas? Ouais, je pense que je suis assez curieuse de savoir d'où je viens. Et je pense qu'on est tous là pour une raison. Et on est tous là pour quelque part réparer, réparer et apprendre. Donc réparer, s'aligner et apprendre pour la suite et semer les bonnes graines et avec voilà, nos enfants et ce qu'on peut partager. Donc ouais, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Ouais, donc j'avais pas rêvé, parce Ouais, que j'avais ce souvenir là, parce que moi ouais. aussi, ce côté, là quand tu parles de réparer, je sais pas si on peut dire réparer le féminin, mais il y a quelque chose qui résonne énormément en moi. Et même ces cours, ça avait été. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu utilises encore cette pratique de l'astrologie? Je m'en sers pas du tout dans ma pratique, tu vois, Ouais, de la naturopathie. Est-ce que je m'en sers dans mon quotidien? Un petit peu. Là, c'est pareil, tu vois, cette formation, j'avais envie de le faire pour comprendre, ouais, moi c'est pour, pareil. pour Pareil. voilà, mettre de la pratique sur de la théorie, pour essayer d'aller creuser. Je pense que c'est quelque chose que je creuserai plus à un moment donné dans ma vie. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Voilà, j'ai appris ce que j'avais besoin d'apprendre, j'ai compris ce que j'avais besoin de comprendre, mais c'est pas un outil aujourd'hui. Donc, on va passer aux petites questions de la fin. Je ne sais pas si tu connais Annick Cogent. Elle est journaliste au Monde et elle fait des portraits de femmes. Ouais. Ça a même donné un livre qui s'appelle Je ne serais pas arrivée là si. Alors, à ton tour de compléter cette phrase, Sylvie. Je ne serais pas arrivée là si. Si j'avais pas eu mes parents. Qu'est-ce qui t'anime? À la joie, Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? à l'injustice. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille? Tu peux en citer plusieurs. Ouais, je pensais à Simone Veil, Ouais. que j'adore entendre. J'adorerais entendre Audrey Hepburn. J'adorerais entendre Amelia Earhart.
première femme qui a traversé l'Atlantique Ouais. en avion. J'adorais entendre. On peut pas les interviewer. Oui, plutôt des vivantes. Ah oui. Alors, qui j'aimerais entendre à ton micro que tu pourrais interviewer? J'adorais entendre Jenna Lyons. Tu sais, Jenna Lyons, c'était la présidente pendant très longtemps de J.Crew, Mais oui, qui complètement. a commencé stagiaire, Ouais. qui a fini présidente et qui s'est réinventée aujourd'hui designer d'intérieur et animatrice de TV show. Et j'adore ça. J'adore qu'elle ait ressurgi tu vois, dans l'univers de mode ultra normé. Et je la trouve drôle, je la trouve joyeuse, je la trouve surprenante. Et ouais, j'adore que tu l'interviewes. Tu l'avais rencontrée ou pas? Je ne l'ai jamais rencontrée. Ouais. Je la croise beaucoup, beaucoup. Je la croise dans la rue à New York. À chaque fois, j'ai l'impression de la connaître. Mais j'adorais l'écouter répondre à tes questions. Ok. Alors que je progresse un peu niveau anglais et puis que j'ai le bon créneau pour lui proposer, mais sinon, c'est dans les tuyaux, Sylvie. Et la question de la fin, quel genre de fille es-tu? Je suis une fille qui donne, je suis une fille généreuse. Ouais, j'aime donner sans compter. Merci beaucoup, Sylvie, c'était un super moment. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!